Après l'insurrection populaire d'octobre 2014, la charte de la transition qui définit sur une année les modalités de sortie de la crise a institué une commission de la réconciliation nationale et des réformes. La commission de la réconciliation nationale a travaillé pendant 6 mois sur des attributions très larges. Il y a une loi organique qui institue cette commission et la loi organique définit 5 champs d'attribution à la commission de la réconciliation nationale et des réformes. Le premier champ, c'est celui de la vérité, de la justice et de la réconciliation nationale. Le deuxième est celui des réformes constitutionnelles, institutionnelles et politiques. Le troisième champ est celui de la réforme électorale. Il y a un quatrième champ qui est dédié à ce qu'on appelait finances publiques et respect des biens publics. Mais en réalité, ce quatrième champ concerne les réformes économiques, les finances publiques, la gouvernance foncière et environnementale. Il y a un dernier champ, le chantier de la gestion des médias et de l'information. En ce qui concerne la méthode de travail, la commission s'est appuyée sur un travail de recherche documentaire systématique qui a consisté donc à faire en sorte qu'on connaisse les travaux pertinents antérieurs, que ce soit ici ou ailleurs, mais en tout cas des travaux qui sont pertinents pour les analyses que nous avions à faire et pour les recommandations que nous avions à produire pour les différentes attributions qui étaient les nôtres. Deuxièmement, la commission a procédé à une consultation très large par plusieurs moyens. Le premier moyen, c'était à l'aide de fiches d'information et de récolte de propositions. On a reçu en tout 2940 fiches d'information et de propositions qui émanaient de nos compatriotes de l'intérieur du Burkina comme de l'extérieur, donc de la diaspora, qui venaient de l'ensemble des différentes provinces du pays, comme de Ouagadougou également. Nous avons également engagé ce processus consultatif à travers des auditions de personnes ressources, d'experts, d'acteurs stratégiques, de leaders d'opinion, d'acteurs dans les différents secteurs de la société qui étaient en lien avec nos attributions. Il s'agissait là d'aller recueillir les connaissances, les expertises et les expériences des uns et des autres. Et au total, la commission a auditionné 150 personnes en audition individuelle. La commission a également entrepris ce qu'on appelle des focus groups. C'est-à-dire, c'est des rencontres au cours desquelles on reçoit plusieurs acteurs à la fois et on discute de certains sujets autour des sujets spécifiques avec ces différentes personnes ressources, ces différents acteurs pris collectivement. Cela permet à la commission d'avoir une opinion des divergences, des points de convergence ou des points de contradiction entre les différents acteurs et d'avoir une saisie collective des problèmes étudiés par la commission. Et en ce qui concerne les focus group, donc ces rencontres de personnalités en groupe, on a pu auditionner 450 personnes par les. L'ensemble de ce processus de documentation et de collecte d'informations a été analysé par une démarche qualitative qui visait donc à faire en sorte le point de l'ensemble des informations recueillies pour dégager les diagnostics sur les différents chantiers qui étaient les nôtres et à proposer donc les réformes. Au final, les productions de la commission, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est bien entendu le rapport général de 142 pages qui a été remis aux autorités le 14 septembre. Mais ce rapport est accompagné de 7 propositions de textes de loi. Donc parmi ces propositions de textes de loi, il y a un avant-projet de constitution. Donc la commission a élaboré une proposition de constitution qu'elle a remis aux autorités pour qu'on aille vers une 5e République. Il y a une charte de la réconciliation nationale qui est également un texte proposé. Il y a un avant-projet de loi portant régime juridique des partis politiques qui est proposé. Un avant-projet de loi portant organisation du droit de pétition. Un avant-projet de code électoral, donc un nouveau code électoral qui est proposé. Et un avant-projet de loi portant modalité de l'accès équitable aux médias publics. Et enfin, en ce qui concerne les textes proposés, il y a une loi relative au Haut Conseil de la réconciliation et de l'unité nationale. Je reviendrai là-dessus. Donc, en plus de ce rapport général de 142 pages et de ces 7 textes de loi proposés par la commission, il y a les rapports des 5 sous-commissions qui, consolidés, font un demi-millier de pages, donc 500 pages en tout également. Donc, cela veut dire qu'il y a eu un gros travail de production qui a été réalisé par la commission et tous ces résultats ont été reversés à qui des droits aux différentes autorités qui doivent en tirer les conséquences. Au terme des travaux de la commission, il y a plusieurs voies de réforme
qui ont été indiquées par nos recommandations. Et on les a appelées les voies du renouveau. Donc, on propose des voies du renouveau de la société autour de plusieurs chantiers. Le premier étant celui de la vérité, de la justice et de la réconciliation nationale. Sur ce chantier, donc, la commission a été littéralement assaillie par la population qui lui a adressé 5065 dossiers de crimes divers. Sur ces 5065 dossiers de crimes divers, il y a des homicides, c'est-à-dire des personnes qui ont été tuées, dont 145 cas. Sur ces 145 cas, il y a en réalité 128 cas qui avaient déjà été documentés par le Collège de sages, institué en 1999, mais il y a 17 nouveaux cas qui ont été enregistrés par la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Il faut y ajouter les victimes de l'insurrection, donc 33 personnes décédées en marge de l'insurrection populaire. Il y a également des cas d'atteinte à l'intégrité physique, dont 106 cas ont été enregistrés par la Commission, 57 nouveaux cas et 49 cas enregistrés par le Collège de sages. Il y a un ensemble de crimes économiques ou d'autres crimes qui portent atteinte aux biens qu'on a enregistrés également à la Commission. Il y a en tout 1258 crimes économiques, dont 983 crimes sont nouveaux, sont des crimes enregistrés par la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. En ce qui concerne les injustices et les inégalités, la Commission a documenté 4880 cas de contentieux administratifs. Là, c'est également un gros tas de dossiers, dont 4007 cas nouveaux par rapport au travail du Collège de sages qui avait déjà identifié 873 cas de contentieux administratifs. Pour l'ensemble de ces crimes de sang, comme des crimes économiques et des injustices, la Commission propose un mécanisme de conduite de la réconciliation nationale. Ce mécanisme est fondé sur deux postulats de base très importants. Le premier postulat est que la Commission considère que la réconciliation ne saurait être une prime à l'impunité. Cela veut dire que quand nous parlons chaque fois de réconciliation nationale, nous ne disons pas qu'il n'y a pas un travail de justice à faire, bien au contraire. Le deuxième postulat est que le pardon ne saurait supprimer la réparation. Donc, c'est deux postulats de base sur lesquels on envisage la réconciliation. Et ce mécanisme de réconciliation est un mécanisme double. C'est d'abord un mécanisme qui s'appuie sur la voie judiciaire, donc la voie de la justice institutionnelle, et un deuxième pied qui est celui de la voie extrajudiciaire, en particulier pour les dossiers qui sont prescrits, pour les dossiers pour lesquels les délais de prescription sont dépassés. Par conséquent, la justice ne peut pas connaître de ces dossiers-là. En ce qui concerne le traitement des différents dossiers, pour les victimes de l'insurrection, la Commission propose que pour les atteintes aux personnes, elle propose de prendre immédiatement et totalement en charge les blessés de l'insurrection populaire d'octobre 2014, pour ce qui n'a pas été fait, s'il y a des cas qui n'ont pas été faits, d'indemniser les familles des victimes décédées, d'indemniser les blessés. Bon, aujourd'hui, on enregistre après le putsch, donc on peut imaginer qu'on pourrait élargir ce traitement des victimes, et cette indemnisation des victimes et ce traitement des blessés à l'ensemble des victimes du putsch de septembre 2015. En ce qui concerne les atteintes aux biens causées durant l'insurrection, la Commission propose une indemnisation au cas par cas qui consiste à faire en sorte qu'on cible vraiment le besoin et qu'on ne se rentre pas dans une sorte d'indemnisation aveugle qui entraînerait des déperditions importantes des finances publiques. Et deuxièmement, de prendre des mesures urgentes pour la relance des entreprises et des secteurs économiques qui ont été affectés par les dégâts causés en marge de l'insurrection. Et la Commission recommande également la mise en place immédiate et diligente d'un fonds d'indemnisation des victimes. Ce fonds permettrait d'accélérer l'indemnisation que nous appelons pour les victimes de l'insurrection. On pourrait, comme je l'ai indiqué, élargir cette indemnisation ou ces traitements aux blessés du putsch et aux victimes du putsch de septembre 2015. En ce qui concerne les atteintes aux personnes, pour les affaires qui ne sont pas couvertes par la prescription, c'est-à-dire des affaires que la justice peut encore connaître, la Commission recommande de créer un pool de juges d'instruction qui soit chargé d'instruire le passif des crimes de sang et de faire en sorte que ce pool de juges d'instruction soit doté de moyens d'investigation conséquents, soit doté de moyens humains et de moyens matériels conséquents pour lui permettre de faire son travail de façon diligente. La Commission recommande également que, de concert avec le barreau, l'État puisse déterminer un pool d'avocats pour assister d'office les victimes dans ce processus judiciaire.
La commission recommande également de doter la chambre d'accusation de moyens à même de lui permettre de traiter avec célérité les dossiers qui lui seront transmis. Et de doter les chambres criminelles de moyens suffisants également pour qu'il y ait des sessions criminelles qui soient tenues en 2015, durant les années judiciaires 2015-2016 et 2016-2017. Pour les atteintes aux personnes couvertes par la prescription, c'est-à-dire les atteintes aux personnes pour lesquelles le délai est dépassé pour qu'ils puissent être connus par la justice, pour ces atteintes-là, on propose que la voie non juridictionnelle, c'est-à-dire la voie alternative, soit empruntée. Je l'expliquerai tout à l'heure. En ce qui concerne les crimes et autres atteintes aux biens et aux problèmes d'exécution des décisions, en ce qui concerne les crimes économiques, c'est la même procédure qui est recommandée, c'est-à-dire un pool de juges d'instruction doté des moyens qui soient à mesure de traiter ces questions de façon diligente. La Commission recommande également de simplifier la procédure applicable au traitement de ces crimes économiques pour permettre d'aboutir à des résultats de façon accélérée tout en préservant le bon exercice du droit. En ce qui concerne des problèmes d'exécution des décisions, la Commission recommande que le cas, en ce qui concerne les décisions qui n'ont pas été rédigées, que le ministre de la Justice soit saisi pour les dossiers de décisions non rédigées qui ont été versés à la Commission pour rédiger effectivement ces décisions par les juridictions concernées. Pour le cas des décisions rendues mais qui n'ont pas été exécutées, la Commission propose deux choses. La première, c'est que l'État exécute les décisions qui lui reviennent d'exécuter, qu'il n'a pas encore exécutées. Et deuxièmement, que l'État prête main forte pour l'exécution des décisions qui concernent les particuliers. Ça peut être des affaires entre deux particuliers, deux parties, mais pour lesquelles il y a une partie qui est plus forte que l'autre, qui refuse d'exécuter une décision de justice. On recommande donc que l'État appuie l'exécution de cette décision de justice. En ce qui concerne maintenant le règlement non juridictionnel, c'est-à-dire pour les décisions, pour les dossiers qui ne sont pas, que la justice ne peut pas connaître pour des questions de délai ou pour d'autres raisons, la Commission recommande donc d'établir les faits, soit par une enquête administrative ou soit par un organe indépendant qui puisse faire en sorte qu'on puisse engager une instance de réconciliation qui puisse donner suite à ces enquêtes-là. Il faut recourir, si nécessaire, aux mécanismes endogènes de réconciliation. À ce niveau, la Commission a documenté plusieurs mécanismes traditionnels qui existent dans les différentes communautés du pays et qui sont des mécanismes qui datent de plusieurs décennies, voire des siècles, qui ont fait leurs preuves en d'autres temps. On pense que leur réactivation peut être nécessaire pour vider le stock de contentieux et aboutir à une réconciliation nationale. Il faut également déterminer les modalités d'indemnisation des victimes ou des ayants droit des victimes pour ces cas, mais toujours indiquer aux victimes qu'elles ont la possibilité d'engager la procédure civile le cas échéant. La Commission recommande la mise en place d'un Haut Conseil de la réconciliation nationale et de l'unité nationale. Ce Haut Conseil vise à traiter les dossiers enregistrés par la Commission elle-même et à conduire le mécanisme de réconciliation que nous proposons et à mettre en œuvre la charte de la réconciliation nationale. En ce qui concerne les voies du renouveau sur le chantier de la réforme constitutionnelle, institutionnelle et politique, la Commission propose des réformes politiques et des réformes institutionnelles. En ce qui concerne les réformes politiques, la Commission recommande l'institutionnalisation de l'alternance démocratique au moyen de plusieurs mesures. La première est de renforcer le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels par le maintien du quinquennat et de rendre intangible la clause de la limitation donc, du nombre de mandats. La Commission propose également de réduire l'âge pour être candidat aux élections présidentielles de 75 à 70 ans. La Commission propose un ensemble de réformes politiques également dans le sens du renforcement des contre-pouvoirs institutionnels qui visent donc à consolider l'indépendance et l'impartialité du Conseil constitutionnel en réduisant le nombre des membres désignés par le président du FASO, en faisant en sorte que le chef de file de l'opposition puisse désigner 2 membres pour siéger au Conseil constitutionnel. La Commission propose également, toujours en vue de renforcer les contre-pouvoirs institutionnels, d'élargir les pouvoirs du Conseil constitutionnel à la protection des droits et libertés, au contrôle des lois de révision constitutionnelle et à la régulation de la vie politique. Il y a un ensemble de réformes qui visent à renforcer l'indépendance de la magistrature. À ce niveau, il s'agit de confier la présidence du Conseil supérieur de la magistrature au premier président de la Cour de cassation, en lieu et place du président du FASO, comme c'est le cas actuellement, et la vice-présidence du Conseil supérieur de la magistrature au premier président du Conseil d'État,
en lieu et place du ministre chargé de la Justice, comme c'est le cas actuellement. Les réformes concernent également la suppression du pouvoir du ministre de la Justice de donner des instructions au parquet dans les affaires en cours, l'uniformisation du statut des magistrats du parquet avec celle des magistrats de siège, du point de vue de leur carrière et de la discipline. Également, d'instituer l'obligation pour tout magistrat de démissionner avant de s'engager en politique. Il y a des mesures également qui concernent le renforcement du respect des règles éthiques et déontologiques dans la magistrature et l'adaptation de notre droit donc aux réalités culturelles nationales, de sorte à faire que l'ensemble de l'arsenal juridique du pays soit conforme, soit en phase avec les réalités socio-économiques, les réalités socio-culturelles. Il y a des réformes politiques qui visent le renforcement des droits, mais également des devoirs des citoyens. À ce niveau, la Commission propose de constitutionnaliser la protection des données à caractère personnel et le droit à l'alimentation également. Et la Commission propose de rendre obligatoire la traduction en langue locale et l'enseignement de la Constitution et des droits humains, d'élargir également la saisine du Conseil constitutionnel aux citoyens, de rendre effectif l'exercice du droit de pétition par une clarification des modalités d'exercice de ce droit, de rendre obligatoire le service militaire, le facteur de promotion du civisme, du patriotisme et de la cohésion entre civils et militaires, et de rendre imprescriptibles les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression, les crimes économiques, les crimes environnementaux et le terrorisme. Il y a toujours, en ce qui concerne les réformes politiques, un ensemble de réformes visant la bonne gouvernance. Au titre de ces réformes, la Commission propose de limiter la taille du gouvernement à 25 ministres, comme c'est le cas dans le charte de la transition, d'élargir la compétence des juridictions de droit commun aux crimes et délits commis par le président du Faso et les membres du gouvernement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, de limiter les compétences de la Haute Cour de justice au seul cas de haute trahison ou d'attentat à la Constitution commis par le président du Faso, de soumettre l'Assemblée nationale aux règles de la comptabilité publique et de renforcer la responsabilité de son président en matière de gestion, de supprimer l'amnistie accordée aux anciens chefs d'État dans l'optique de créer les conditions pour la manifestation de la vérité et de la justice, gage de paix et de cohésion sociale. Donc, toujours en ce qui concerne les réformes politiques, il y a d'autres réformes qui visent à faire en sorte que les contre-pouvoirs politiques soient davantage renforcés. Donc, on a là, ici, un ensemble de réformes politiques. La Commission propose également des réformes institutionnelles. Au titre de ces réformes institutionnelles, il y a un renforcement du dispositif institutionnel qui est recommandé, à savoir la constitutionnalisation de l'autorité supérieure de contrôle d'État, de la CENI également, et la création d'un haut Conseil national des sages. Ce Haut Conseil national des sages vise à faire en sorte que ce travail qui est fait par nos chefs coutumiers, par les autorités religieuses, par des sages du pays, quand il y a une sorte de crise institutionnelle, ça a été le cas après l'insurrection, ça a été le cas durant la transition à plusieurs reprises, de faire en sorte que ces autorités aient une instance officielle qui puisse les permettre d'assumer ce travail dans le Haut Conseil national des sages, qui sera chargé de prévenir et de gérer les crises. La Commission propose de supprimer le Sénat et d'adopter un statut pour la chefferie traditionnelle et coutumière. Au titre des réformes institutionnelles, toujours, la Commission propose le renforcement du dialogue politique. Il s'agit de constitutionnaliser l'opposition politique et de créer un cadre permanent de dialogue interparti. La Commission propose également, en ce qui concerne les forces armées nationales, la consolidation du caractère républicain de ces forces armées nationales et d'instaurer l'obligation pour tout militaire de démissionner avant de s'engager en politique. Donc tout militaire qui voudrait désormais s'engager en politique, nous recommandons qu'il démissionne avant de l'armée. Également, d'attribuer la protection du chef de l'État et des institutions de la République à une unité d'élite de la gendarmerie et de la police nationale. Et c'est une recommandation, la dernière, en ce qui concerne les forces armées nationales, qui est très populaire, qui a été, en tout cas celle qui a été la plus citée par la presse. La Commission recommande de dissoudre, dans le cadre de la refondation de l'armée nationale et de son commandement, le régiment de sécurité présidentielle et de redéployer ces éléments à des missions autres que celles d'assurer la sécurité du président du Faso. À la Commission, nous ne pensions pas que les choses allaient se précipiter comme elles ont été précipitées et qu'on aurait obtenu aussi rapidement, même si ça a été au prix fort, la dissolution du RSP. Donc, pour l'ensemble de ces réformes constitutionnelles, politiques et institutionnelles, la voie de mise en œuvre est l'adoption d'une nouvelle constitution. Donc, l'ensemble de ces réformes dont je viens de parler, il y a une large part qui doit être consolidée, une large partie qui doit être consolidée dans le cadre de la nouvelle constitution. Nous recommandons également qu'il y ait un accord politique qui soit obtenu avec les différents candidats à la présidence du Faso pour les élections à venir, qui puisse
consacrer le fait qu'on va avoir l'adoption de la nouvelle constitution à des élections couplées au municipal de 2016. Et on souhaite que le corps électoral pour ce référendum couplé au municipal soit convoqué par les autorités de la transition, même durant la transition. Donc, on propose également qu'il y ait des mesures conservatoires de réforme constitutionnelle qui soient prises durant la transition. La première mesure est de rendre intangible la clause limitative du nombre de mandats présidentiels. Et c'est de nettoyer la Constitution en supprimant le Sénat. Et c'est également d'intégrer dans la Constitution un titre relatif à l'armée nationale. Donc ça, c'est des mesures conservatoires en attendant que nous passions à une nouvelle Constitution qui serait adoptée par référendum couplé au municipal. Il y a des réformes de portée législative qui peuvent commencer à être discutées par le Conseil national de la transition, le Parlement des transitions, à savoir la loi portant régime juridique des partis et formations politiques et la loi portant amendement de la loi relative à la mise en œuvre de la pétition. Donc l'ensemble de ces chantiers concernent la réforme constitutionnelle, institutionnelle et politique. En ce qui concerne le chantier de la réforme électorale, la Commission prend acte d'une nécessité d'un nouveau code électoral visant à faire en sorte que l'infraction soit érigée en infraction la fraude et la corruption électorale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc d'ériger en infraction la fraude et la corruption électorale et de sanctionner pénalement les auteurs et leurs complices. La Commission propose également d'insérer de nouvelles inéligibilités visant à faire en sorte que les personnes poursuivies pour banqueroute, les personnes condamnées pour fraude ou corruption électorale, les personnes qui ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales, les personnes qui ont refusé d'accomplir leur service militaire ne soient pas éligibles. La Commission propose également d'élire les conseillers régionaux au suffrage universel. Et la Commission propose, toujours dans la perspective de ce nouveau code électoral, d'instaurer des listes alternées hommes-femmes, femmes-hommes, visant à faire en sorte que la loi sur le quota soit une réalité, en tout cas que la question genre soit une réalité en matière électorale. La Commission propose également un chemin de réforme visant à faire en sorte qu'on ait au bout de cette réforme, de ce chemin, un identifiant unique pour les électeurs. Ce chemin de réforme commence d'abord par faire en sorte qu'il y ait une révision permanente des listes électorales qui doivent être purgées régulièrement des personnes décédées et qui doivent s'élargir aux citoyens qui sont arrivés en âge de voter. Et donc de façon permanente. La Commission propose de renforcer les opérations spéciales d'établissement d'extraits d'actes de naissance et les subventions à l'établissement de la CNIB initiées par l'État. Elle propose de renforcer les capacités organisationnelles et matérielles des communes et de les placer sous l'autorité du parquet général pour ce qui est de l'établissement des actes d'état civil. La Commission propose d'élargir les opérations d'établissement de la carte nationale d'identité burkinabé aux Burkinabés vivant à l'étranger, en particulier ceux de la CEDEAO d'ici l'horizon 2020, de sorte qu'au bout de la réforme, on puisse avoir à court terme un seul identifiant unique pour les opérations de vote et qu'on ait la possibilité de voter seulement par la carte nationale d'identité burkinabé ou par le passeport. Donc c'est un chemin de réforme, comme je l'ai indiqué, visant à faire en sorte qu'au bout du compte, on ait un identifiant unique. La Commission propose également de relever la loi électorale au rang de loi organique. Il s'agit de faire en sorte que la loi électorale ne soit pas sujette aux modifications aléatoires ou inopportunes du fait du parti au pouvoir ou du fait des contingences du moment, mais que la loi électorale soit une loi qui ait une hauteur juridique, qui soit placée à une hauteur juridique relativement importante, qui puisse faire en sorte que quand on va pour la réviser, c'est vraiment parce que cela est nécessaire. La Commission propose une réforme de la CENI visant à faire en sorte que la CENI ait une indépendance réelle. À ce titre, la Commission propose la constitutionnalisation de la CENI, le renforcement de l'autonomie financière, de l'indépendance organique de la CENI. La Commission est favorable à une CENI professionnelle qui soit organisée en une structure duale. Il y aurait un organe délibérant qui fonctionnerait comme un organe d'orientation stratégique, de supervision, qui aurait une composition tripartite, qui pourrait fonctionner comme une sorte de conseil d'administration, et une structure technique d'exécution qui rassemblerait des agents spécialisés, des professionnels de l'administration électorale, et qui seraient là de façon permanente. La Commission propose également d'adopter un régime juridique des agents électoraux à l'instar de celui des assistants parlementaires de l'Assemblée nationale, de recruter des agents de toutes les catégories sur concours direct, puis professionnels, avec l'ouverture d'une filière à l'ENAM, et de déterminer un profil type des commissaires de la CENI. Toujours sur le chantier de la réforme électorale, la Commission propose un ensemble de réformes visant la moralisation de la vie politique, par une plus grande rigueur dans l'encadrement des acteurs politiques,
avec la loi unique d'encadrement juridique des partis politiques, avec le durcissement des conditions de création et de fonctionnement des partis politiques, avec l'exigence de faire en sorte que les partis politiques soient tenus de réunir régulièrement leurs instances et la relecture de la loi portant statut de l'opposition. La Commission propose une éducation politique et citoyenne beaucoup plus importante, d'instaurer un cadre permanent de dialogue social entre les différents acteurs et d'avoir une relecture de la loi qui régit la création des OSC pour mieux clarifier les domaines d'intervention des différentes organisations de la société civile et d'éviter que ces organisations se substituent aux partis politiques. Sur le chantier des finances publiques, des marchés publics et du civisme, la Commission s'est d'abord intéressée à la réduction du train de vie de l'État. Toutefois, nous prenons le soin d'indiquer que la réduction du train de vie de l'État ne doit pas être envisagée de façon systématique à tous les niveaux, y compris en réduisant l'efficacité de l'exécutif, l'efficacité de l'État. Il s'agit de faire en sorte que là où il y a des économies substantielles à faire, des réformes soient engagées, mais qu'on ne rentre pas dans une logique d'économie qu'on chercherait à tout va, qui paralyserait le fonctionnement ou qui réduirait le fonctionnement de l'État. À ce niveau, la Commission recommande de réformer l'architecture gouvernementale et de rationaliser la rémunération des dirigeants. La première chose ici, c'est bien entendu ce que j'ai déjà indiqué, le fait de limiter à 25 le nombre de ministres et d'inscrire cela dans la Constitution. La deuxième chose est de faire en sorte que le format du gouvernement soit inscrit dans une loi organique. Il s'agit de faire en sorte que les changements de dénomination, des attributions des différents ministères, qu'on arrête cela, parce que ça a des coûts importants, y compris au plan de la mémoire institutionnelle, et c'est très important pour le pays. La Commission a eu connaissance de cas de gratification de certains dirigeants et de ministres qui prendraient des formes de rémunération parallèles, avec des distributions importantes de liquidités. La Commission pense que c'est quelque chose d'extrêmement grave et elle recommande une enquête diligente sur ces gratifications de ces dirigeants et d'en tirer toutes les conséquences si cela était avéré. La Commission recommande également l'encadrement très important des fonds spéciaux. Les fonds spéciaux, c'est ce qu'on appelle les caisses noires en d'autres termes. C'est des fonds qui sont dédiés au président de la République, au président du Parlement, au Premier ministre et à d'autres autorités pour leur permettre d'avoir un fonctionnement efficace. Ces fonds spéciaux sont largement dépassés en ce qui concerne la présidence du FASO. Depuis plusieurs années, la présidence du FASO utilise plusieurs fois le montant budgétaire qui lui est alloué, sans encadrement, sans compte rendu systématique fait au niveau des lois de règlement. La Commission propose d'encadrer très sévèrement ces fonds spéciaux. La Commission propose de mettre aux normes la gestion du parc automobile de l'État, la gestion du carburant, du téléphone et de l'eau. C'est des postes de grosse gabegie qui ont été documentés par la Commission et nous proposons un ensemble de réformes visant à mettre aux normes la gestion de ces différents postes de dépenses. La Commission propose également de réformer la gouvernance des baux de l'État. Il s'agit de tous ces bâtiments que l'État loue à des particuliers et par conséquent de faire en sorte qu'il y ait une politique d'orientation et d'encadrement de ces baux administratifs, de ces baux de l'État, parce que nous avons montré dans le rapport que c'est également une grande source de déperdition de finances publiques. La Commission propose de façon générale d'engager une politique vigoureuse contre la gabegie et les dépenses de prestige. En tout état de cause, la réduction du train de vie de l'État vise à faire en sorte qu'on comprenne bien que l'État modèle, c'est aussi l'État modeste. Donc, il s'agit de faire en sorte que la réalité du train de vie de l'État soit conforme à la modestie des moyens du pays. En ce qui concerne la gouvernance des marchés publics, la Commission propose de renforcer le dispositif d'encadrement de la commande publique, de renforcer le cadre institutionnel, notamment l'indépendance de l'autorité de régulation et de renforcer la capacité de gestion des différents acteurs de la commande publique, de fixer des normes de qualité pour les biens et services et d'élaborer ce qu'on appelle une mercuriale des prix. La Commission propose également de rendre effectives les dispositions sur le délit d'apparence dans le cadre de la gestion des marchés publics et de mettre en place un mécanisme de financement bancaire des marchés publics. En ce qui concerne le renforcement de la gouvernance des finances publiques même, la Commission propose de faire en sorte que l'effort d'investissement public soit vraiment renforcé et la qualité de la dépense publique soit renforcée. Parce qu'en réalité, quand on regarde l'investissement public rapporté au PIB, donc à la richesse nationale, depuis les années 90 à 2013, la proportion
de la richesse nationale qui est dédiée à l'investissement public n'a pas vraiment changé, comme l'indique le graphique, n'a pas vraiment changé, y compris depuis le boom minier. La faiblesse de l'effort d'investissement est un point noir de nos finances publiques. Et il s'agit vraiment de traiter de façon importante cet effort d'investissement. Parce que ce qu'il y a, c'est que, en gros, l'investissement est comme une sorte de variable d'ajustement des finances publiques. Quand on a des problèmes, c'est dans les dépenses d'investissement qu'on coupe dans notre pays. Or, il se trouve que c'est les dépenses d'investissement qui ont le meilleur effet sur la croissance économique et sur le bien-être social. La Commission propose également d'internaliser des directives communautaires au niveau de l'UEMOA, notamment les directives de 2009 qui sont relatives aux finances publiques, de les transposer donc dans notre arsenal juridique national. La Commission propose de renforcer la mobilisation des recettes fiscales en donnant quelques pistes à cet effet. Nous proposons également d'instaurer ce qu'on appelle un comité budgétaire indépendant, en anglais Fiscal Council. Les comités budgétaires indépendants sont des comités très restreints d'une douzaine, quinzaine de personnalités indépendantes qui sont sélectionnées sur la base de leurs compétences, mais aussi de leur indépendance en matière de finances publiques, qui pourraient connaître les finances publiques avant même leur transmission, les lois de finances avant même leur transmission à l'Assemblée nationale, et qui pourraient tenir un propos indépendant, public, sur les projets de loi de finances. Et donc, qui indiquerait est-ce que ces lois de finances sont conformes aux orientations nationales, est-ce que l'effort d'investissement y est important, est-ce que telle dépense va dans le bon sens ou pas. Ce serait juste un avis public, mais ce qu'on espère, c'est que cela participe de la transparence et de l'information des citoyens sur la qualité des politiques publiques mises en œuvre. La Commission propose également, toujours en ce qui concerne les finances publiques, qu'un second souffle soit donné à la décentralisation pour promouvoir le développement territorial harmonieux. Il s'agit de faire en sorte que les compétences qui ont été transférées au niveau local, aux collectivités décentralisées, soient suivies également d'un transfert de finances publiques pour que l'exercice de ces prérogatives par les collectivités locales soit fait de façon adéquate. La Commission propose d'assainir les finances publiques et de réhabiliter la sanction des mauvaises pratiques. Ça également, c'est un point noir de nos finances publiques. Les cas de détournement de deniers publics, les cas de dispersion illégale des finances publiques ne sont pas sanctionnés de façon effective. Une autre réforme très importante, la Commission propose d'auditer et d'encadrer les comptes de dépôt. Les comptes de dépôt sont une procédure exceptionnelle d'exécution de la dépense publique qui se trouve être une procédure qui s'est largement développée ces années antérieures au Burkina Faso. Et c'est une procédure beaucoup plus rapide, c'est vrai, simplifiée, mais qui est une procédure qui ouvre la porte à beaucoup de détournements, à beaucoup de dispersion de deniers publics. Et par conséquent, la Commission propose d'auditer ces principaux comptes de dépôt et de mieux les encadrer et de ramener la proportion des comptes de dépôt à des proportions justes et à des proportions soutenables. La Commission propose également que le budget soit réhabilité dans sa dimension de politique économique. Parce que jusqu'à présent, ce que nous avons observé, c'est que le budget de l'État est dominé dans sa conception et dans son exécution par une sorte de conception comptable et financière. Or, le budget a plusieurs fonctions. Le budget est un instrument de justice sociale. Le budget est un instrument de politique économique qui permet de lutter contre le chômage, qui permet de développer les affaires des entreprises privées, qui permet d'organiser le développement territorial. Et tous ces objectifs de politique économique ne sont pas effectivement poursuivis en réalité par le budget de l'État. En ce qui concerne la réhabilitation du civisme, de l'intégrité et la protection du bien public, la Commission propose de renforcer la culture des valeurs et de l'éducation au sein de la cellule familiale, de sorte que les familles puissent effectivement exercer les responsabilités parentales pour l'encadrement des adolescents ou des enfants. La Commission propose également de mettre l'école au cœur de la promotion des valeurs, de renforcer, de rendre effectif l'enseignement de l'éducation civique, l'enseignement de la morale à l'école, de réhabiliter à tous les niveaux la sanction positive comme négative. Il s'agit de faire en sorte que les bonnes actions soient sanctionnées positivement et les mauvaises pratiques soient également sanctionnées de façon effective. La Commission propose d'instaurer la justice sociale et de mettre la lutte contre les inégalités au cœur des politiques publiques, au même titre que la lutte contre la pauvreté. Ces dernières années dans notre pays, la lutte contre la pauvreté a dominé l'agenda public, ce qui est une très bonne chose. Mais nous pensons également que la lutte contre les inégalités est une chose également importante. Du reste, nous montrons dans le rapport que la lutte contre la pauvreté serait plus efficace si elle envisageait également la priorité de la lutte contre les inégalités. La Commission propose que la gouvernance soit désormais une gouvernance par l'exemple, que la pédagogie soit au cœur de l'action publique.
Toujours sur la question de la réhabilitation du civisme de l'intégrité, il y a une recommandation importante visant à faire en sorte que les décorations soient réformées et qu'on les fonde sur des critères précis, qu'on les dépolitise et qu'on fasse en sorte que les personnes décorées soient effectivement des personnes méritantes et que les personnes douteuses ne soient plus l'objet des décorations. En ce qui concerne la réforme de la gouvernance des administrations et la réforme des corps de contrôle, la Commission propose de réformer les nominations dans les administrations publiques, de moderniser l'administration publique, en particulier par le passage systématique à l'informatique et au numérique, de relire le statut des travailleurs de la fonction publique, notamment la réforme de la loi 013, de diriger la lutte contre la corruption en priorité nationale. De ce point de vue, on a eu la bonne nouvelle que durant la transition, il y a une loi anticorruption qui est une loi de très belle facture qui a été adoptée, et cette loi commande que les autorités, les structures de sa mise en œuvre soient dotées de moyens suffisants, notamment l'autorité supérieure de contrôle d'État. Et donc nous recommandons cela de façon importante parce qu'on voit aujourd'hui que la corruption concerne l'ensemble des secteurs publics de notre pays, mais aussi les secteurs privés du reste. Nous recommandons toujours à ce niveau le renforcement des corps de contrôle pour la mise en œuvre effective de leurs recommandations ainsi que pour la prospérité judiciaire des dossiers traités. Il y a plusieurs rapports qui sortent dans le pays qui mettent en cause plusieurs personnalités ou qui pointent du doigt à plusieurs mauvaises pratiques, mais ces recommandations de ces corps de contrôle, ces informations ne sont pas suivies toujours d'une suite judiciaire fructueuse. C'est là une recommandation très forte, donc le renforcement des corps de contrôle d'État. En ce qui concerne les voies de renouveau sur la gouvernance, sur le chantier de la gouvernance économique, environnementale et foncière, il y a un ensemble de recommandations qui visent à renforcer les politiques de développement économique et à soutenir les principaux secteurs économiques. À ce niveau, il y a une recommandation très importante sur l'investissement. La Commission propose que 30% au moins des recettes fiscales minières soient dédiées à l'investissement. Notamment 15% soient placés dans la caisse des dépôts et investissements pour soutenir l'investissement public et privé, mais également 15% dans un fonds d'investissement pour soutenir le développement du secteur de l'énergie. L'énergie entendue par l'électricité, le gaz et toute autre forme d'énergie indispensable au développement. C'est une première recommandation qui est très importante. Du reste, là encore, le nouveau code minier qui a été voté sous la transition doit être appliqué de façon rapide pour en tirer les bénéfices parce qu'une analyse comparative de l'impôt sur les bénéfices applicable aux entreprises minières en Afrique montre bien que notre pays, à partir de l'ancien code minier, est en retard en ce qui concerne le taux d'impôt sur le bénéfice. Le fait d'avoir ramené ce taux à une fiscalité normale comme pour toutes les entreprises pourrait créer davantage de recettes fiscales, donc d'alimenter cette recommandation de dédier 30% des recettes minières à l'investissement. La Commission propose également de soutenir la diversification des filières et le développement agricole. Il s'agit de partir du modèle du coton pour construire d'autres filières, comme une sorte de filière, notamment la filière riz, la filière sésame, la filière nébé. Il s'agit de créer des sociétés mixtes du riz qui pourraient avoir autour de la table les sémenciers des structures comme l'INRA qui sont propriétaires de semences de riz, qui pourraient mettre en contact autour de cette table également les importateurs de riz, des banquiers et d'autres institutions spécialisées pour créer des sociétés mixtes, tête de pont de la filière du riz. Et si ça marche, on pourrait le reproduire sur le sésame, sur le niébé et sur d'autres spéculations. La Commission propose également de soutenir le développement du secteur textile artisanal via le marché de l'uniforme et du pagne événementiel. À ce niveau, il s'agit de faire en sorte que tout ce qui est pagne événementiel, tout ce qui est uniforme comme le pagne du 8 mars, il y a une sorte d'obligation de faire en sorte que ces pagnes-là, que ces uniformes scolaires soient faits en cotonnade tissée par les milliers de tisserands qui existent dans le pays. La Commission propose également la réforme du 1% culturel. Cette réforme vise à faire en sorte que chaque fois qu'un bâtiment public est construit par l'État, qu'on dédie 1% du budget de ce bâtiment pour l'achat d'œuvres d'art, de meubles d'artisanat d'art du Burkina Faso pour meubler l'intérieur et décorer l'intérieur de ces bâtiments. C'est une mesure très importante qui permettrait de soutenir le secteur de l'artisanat d'art et le secteur des arts plastiques dans le pays. Et si cette mesure marche pour les bâtiments publics, on peut imaginer qu'à terme, on l'étende à tout bâtiment ayant vocation à recevoir du public. La Commission propose également de bâtir une politique publique efficace contre la vie chère, mais qui ne soit pas simplement une politique
qui focalise sur le traitement salarial. Parce que jusqu'à présent, les politiques de lutte contre la vie chère ont consisté à avoir des traitements en ce qui concerne les indemnités des salariés ou à abaisser la taxe sur les importations de produits de grande consommation comme le riz. Ce n'est pas la bonne perspective. La Commission propose qu'il y ait des politiques ambitieuses visant à construire des entreprises de transport collectif urbain, visant à faire en sorte qu'il y ait des plans ambitieux de construction de logements sociaux, visant à accroître l'offre agricole et visant aussi à renforcer le contrôle des prix. C'est à partir de cela qu'on permettra aux plus fragilisés de la population d'avoir accès à des services de transport dans les principales villes, qui soient des services qui ne soient pas trop chers, y compris quand le prix de l'essence augmente, qui permettraient également à la classe moyenne émergente d'avoir accès aux logements sociaux et d'avoir accès à l'alimentation agricole de façon à des prix moindres, via le soutien aux producteurs agricoles. La Commission propose un ensemble de réformes très importantes visant à soutenir le développement d'institutions de mésofinance. À ce niveau, il s'agit de faire en sorte que soient structurées beaucoup d'institutions de financement dédiées aux petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises sont le cœur de la croissance dans tous les pays du monde. C'est le lieu d'innovation, d'accélération de la croissance et de création de l'emploi. Or, il se trouve que dans notre système financier, ces petites et moyennes entreprises n'ont pas d'institutions qui soient dédiées à leur financement. Il y a un ensemble de mesures visant à faire en sorte qu'il y ait des institutions de crédit bail, des institutions de capital investissement qui puissent émerger dans le pays pour servir le financement de ces petites et moyennes entreprises, mais également le financement du milieu rural. Sur le secteur très important de la santé, la Commission propose de refonder la politique de la santé autour d'une vision transversale de promotion de la santé et non de fixation sur les soins. En d'autres termes, la politique de santé actuelle de notre pays fonctionne comme si la santé était simplement une question de soins à faire aux malades. Or, la santé, c'est une question transversale qui concerne la question de l'hygiène, la question de l'assainissement, la question du sport, la question des comportements privés, individuels et collectifs vertueux. Donc, c'est cette perspective globale et transversale de la santé que nous appelons à la Commission. La Commission propose également de créer une haute autorité de la santé en charge de la définition des normes et des cahiers des charges, de la supervision et de la surveillance de la qualité et de la normalité du secteur de la santé. En gros, vous savez, aujourd'hui, le développement des cliniques privées, des laboratoires privés est très important comme appoint à l'offre de soins dans le pays. Mais il y a que ce développement n'a pas été accompagné d'une régulation effective, d'une surveillance effective de ce secteur. C'est ce que nous appelons à travers la création d'une haute autorité de la santé. La Commission propose également d'accroître l'effort d'investissement dans les structures de santé. Ça, c'est très important parce que au jour d'aujourd'hui au Burkina Faso, chaque année, notre pays dépense plus pour l'évacuation de quelques centaines de Burkinabés vers des hôpitaux européens que pour le plus grand hôpital du pays, l'hôpital de référence du pays qui est l'hôpital Yalgado. Il s'agit de faire en sorte que nos hôpitaux soient équipés en matériel indispensable au bon exercice des compétences de nos médecins et de nos spécialistes pour faire en sorte donc que les évacuations soient réduites au strict minimum. En tout état de cause, l'équipement des hôpitaux est un moyen important pour rendre confortable l'exercice des métiers de la santé. La Commission propose d'instaurer un système d'encadrement de la prestation des personnels de santé publique dans les structures privées par le biais de conventions conclues entre les structures privées et les structures publiques. Il s'agit donc de faire en sorte que quand un médecin ou un infirmier de l'hôpital ou du centre de santé public veut prêter des services à une clinique privée, il y a une convention entre les deux structures qui organise cela et qui s'assure que les services sont bien rendus dans les structures publiques avant que les personnels se déploient dans les structures privées. La Commission propose également de réhabiliter le laboratoire national de santé publique, qui était un laboratoire de référence, mais qui a été siphonné de ses moyens humains et matériels, de ses moyens humains parce qu'elle n'a pas les moyens de maintenir les compétences qu'elle avait de façon durable. Donc nous proposons de renforcer le laboratoire de santé publique afin de lui permettre de jouer efficacement la mission de contrôle des médicaments, de contrôle des produits de grande consommation humaine et animale. L'affaire Obouf révèle bien, de ces canettes périmées, révèle bien la nécessité d'avoir une institution dotée de moyens efficaces, de moyens conséquents pour lui permettre de faire le travail de contrôle des aliments de grande consommation. En ce qui concerne le secteur de l'éducation de base, la Commission propose de réaliser l'éducation universelle et l'éradication de l'analphabétisme d'ici 2020. Il s'agit de faire en sorte que les programmes de lutte
contre l'analphabétisme ne soient pas des programmes vus comme étant des programmes qui doivent exister toujours, mais de se fixer un horizon de façon ambitieuse pour traiter de façon définitive la question de l'analphabétisme dans notre pays, la question de l'éducation universelle. La Commission propose également de bâtir une régulation et une surveillance ambitieuse et efficace de l'éducation en vue de rehausser la qualité de l'enseignement. Il s'agit de faire en sorte que les écoles qui s'ouvrent dans le pays soient régulées de façon effective, qu'on contrôle leur respect des différentes normes de sécurité, d'hygiène et des différentes normes pédagogiques. La Commission propose d'ouvrir l'école à de nouveaux modules de connaissances indispensables, notamment les modules d'éducation civique, notamment des modules d'éducation environnementale, mais aussi des modules d'éducation au patriotisme, à l'entrepreneuriat et un ensemble d'autres réformes. La Commission propose également de renforcer la pratique de la pédagogie différenciée et de développer les tutorats. Il s'agit ici de permettre à l'État de recruter pour ses besoins plusieurs jeunes diplômés qui pourraient assister, qui pourraient être ce qu'on appelle communément les répétiteurs des enfants les plus défavorisés, les enfants les plus en besoin. Et une chose très importante, la Commission propose que la santé et la cantine soient réhabilitées à l'école. En ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche, la Commission pense qu'il y a un véritable travail de réforme à faire sur le secteur universitaire. En gros, la situation actuelle est que chaque 5 ans, l'effectif des étudiants de l'université publique est multiplié par 2, chaque 5 ans. C'est-à-dire donc que le président qui sera élu en 2015 va voir sous son mandat le nombre d'étudiants multiplié par 2. Donc, à ce niveau, il y a un énorme travail d'investissement qui est indispensable et la Commission propose de mettre en place un fonds d'investissement dans l'université et la recherche. Elle propose également d'instaurer une carte universitaire qui puisse faire en sorte qu'il y ait une spécialisation disciplinaire des différentes régions universitaires du pays. La Commission propose de réunir rapidement les conditions de mise en œuvre du LMD, qui est une réforme précipitée, sans réunir au départ les conditions indispensables de sa mise en œuvre. Et donc de faire en sorte également que le régime des emplois publics et privés soit réformé en conséquence pour accompagner la réforme du LMD. Un peu comme dans l'éducation, dans la santé, la Commission propose également qu'il y ait une agence d'assurance qualité de l'enseignement supérieur qui soit créée et qu'il y ait également une instauration d'un système d'encadrement de la prestation des personnels de l'université publique dans les structures privées. Là également, il s'agit de faire en sorte que les enseignants d'université ou les personnels de l'université qui souhaiteraient se mettre à la disposition des structures privées puissent au préalable avoir des contrats qui lient les deux structures publiques et privées et qu'on s'assure donc que le travail au niveau de la structure publique est réalisé avant donc que ces personnels ne se déploient au profit des structures privées. En ce qui concerne le secteur très important de l'énergie, la Commission a été perturbée à plusieurs reprises dans ses travaux par les nombreux délestages. Et donc nous avons eu le soin de bien prendre le pouls de cette crise énergétique qui n'est pas seulement une crise de l'électricité, mais qui concerne également le gaz, butane et d'autres formes d'énergie. À ce niveau, la première recommandation de la Commission est de faire en sorte que la tarification de l'électricité soit modifiée. Vous avez ici un graphique qui indique l'évolution du prix de vente du kWh par la Sonabel et l'évolution du coût de revient. Et on se rend bien compte, en regardant la courbe en rouge, qui est celle du prix moyen de vente, que cette courbe en rouge, à partir de 2010, est inférieure à la courbe en bleu, qui est le coût de revient. En d'autres termes, depuis 2010, la Sonabel vend l'électricité moins cher qu'elle ne le produit. Donc, elle enregistre des pertes qu'une subvention publique est censée éponger. Mais nous proposons que cette subvention soit réformée pour faire en sorte qu'elle bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin, notamment des secteurs stratégiques de l'économie peut-être, mais les populations les plus défavorisées. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises de télécom, les mines, les banques, pratiquement tout le monde est subventionné au même pied d'égalité en ce qui concerne la tarification de l'électricité. Cette subvention n'est pas soutenable, elle n'est pas efficace. Il faut la réformer pour la cibler sur les besoins réels, notamment sur les segments sociaux les plus en besoin. Nous proposons de créer un fonds d'investissement dédié au secteur de l'énergie. Il faut bien comprendre que chaque 6 ans, la demande d'électricité est multipliée par 2 au Burkina Faso. Et que cette demande d'électricité ne concerne aujourd'hui que 16% de la population. Donc il faut bien comprendre que si nous n'arrivons pas à avoir un chemin d'investissement public continu, nous n'arriverons pas à bout du délestage, nous n'arriverons pas à bout des pannes, des ruptures de gaz et des problèmes qu'il y a dans le secteur de l'énergie. Donc à ce niveau, il est recommandé que 15% des recettes publiques minières soient dédiées à un fonds d'investissement
qui va financer l'ensemble du secteur de l'énergie. Toujours sur le secteur de l'énergie, la Commission propose de refonder la politique énergétique autour d'options stratégiques. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le modèle énergétique du Burkina Faso que vous pouvez voir sur ce graphique, notamment le cadran de gauche, qui montre dans la première partie en bleu, les bâtons en bleu, les parties des bâtons en bleu montrent l'importation d'énergie, et ce qui est en rouge, c'est la production thermique. Ce qui est en vert, c'est la production hydroélectrique. Donc on voit de 2003 à 2012 une évolution très importante de l'importation d'électricité et une évolution également importante de la production thermique. Et au détriment, bien entendu, de la production hydroélectrique. Et on voit également à droite qu'on a une augmentation très importante de la facture d'importation de produits pétroliers pour faire face à cette demande énergétique, mais également à d'autres besoins énergétiques. La Commission propose de créer un modèle énergétique qui soit un mix énergétique qui puisse faire la place à l'énergie solaire, aux énergies renouvelables, mais aussi à toutes les technologies d'économie d'énergie. Cela est très important pour nous permettre d'avoir un modèle énergétique soutenable. La Commission propose également de soutenir le développement de coopératives d'électricité dans les zones industrielles, dans les zones administratives et commerciales. Parce que l'histoire du développement de l'électricité dans les pays développés est que l'électricité a d'abord été mise au service du développement industriel et commercial. Chez nous, ça a été le contraire. L'électricité est d'abord mise au service de la consommation. Donc des ménages pour les climatiseurs et des administrations pour les frigidaires et tout cela. Donc il s'agit de faire en sorte qu'il y ait des coopératives d'électricité dans les zones industrielles, dans les zones administratives et commerciales qui puissent sécuriser le besoin d'électricité pour les besoins de production de ces unités-là. En ce qui concerne la gouvernance foncière, la Commission, à travers ses différentes auditions et ses différentes analyses, a documenté quelque chose de très grave que nous avons appelé une bombe foncière, pour reprendre des propos qu'on a écoutés à plusieurs fois à la Commission. La bombe foncière est ce gros contentieux foncier, en ce qui concerne le foncier urbain, les lotissements notamment, comme le foncier rural, qui est un contentieux très important en volume et en complexité qu'il faut impérativement traiter. Donc la Commission propose un ensemble de réformes visant à désamorcer cette bombe foncière. Une réforme importante consiste à bâtir un cadastre foncier exhaustif, systématique et régulièrement actualisé. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait un état civil du foncier qui soit effectivement en place dans notre pays. Ça n'est pas le cas aujourd'hui et cela est bien dommage pour la gouvernance du secteur. Il s'agit également de faire en sorte qu'on puisse mettre en place un système d'imposition foncière qui vise à mobiliser des ressources fiscales, certes, mais surtout à lutter contre la spéculation foncière et à promouvoir la justice sociale en matière foncière. Cela est très important. Une partie très importante de la richesse aujourd'hui dans notre pays est accumulée dans le domaine foncier. Et donc le foncier se retrouve être le refuge de ressources oisives, le lieu de spéculation, qui fait que plusieurs populations en besoin sont évincées de l'accès à la terre, aussi bien au niveau rural qu'au niveau urbain. Là, il y a un rôle important à donner à une fiscalité, à un système d'imposition foncière adapté. Il y a également un énorme besoin d'appliquer une opération de justice d'envergure sur la criminalité foncière. En gros, c'est les recommandations des États généraux du lotissement de 2013. On ne peut pas imaginer que tout ce contentieux, ce gros contentieux foncier en ville comme dans les campagnes peut rester durablement comme cela et que la paix sociale prospérerait. Il y a vraiment un traitement important, une opération de justice d'envergure qui doit être appliquée à ce niveau. Et enfin, il s'agit également de faire en sorte que l'urbanisation et le développement anarchique des villes soient limités. On a aujourd'hui des villes qui connaissent un grossissement, un éparpillement sans borne, notamment pour Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Une ville a des limites et il faut revenir à des villes limitées dans notre pays pour permettre à l'urbanisation d'être beaucoup plus intelligente, d'être beaucoup plus rationnelle. En ce qui concerne la gouvernance environnementale, là également il y a quelque chose d'absolument important, c'est ce que nous avons appelé le péril environnemental. Le péril environnemental est documenté par ces deux cartes que vous voyez qui montrent très bien en ce qui concerne la zone, on va dire en bleu ou en bleu clair, là, la zone du bas qui est la zone du climat soudanais. Cette zone a évolué de la première carte à la deuxième carte, elle a beaucoup régressé. Elle consiste en fait à la régression de cette zone la plus humide de notre pays sur en gros 30 ans. Cela est très grave et montre la progression du désert qu'on peut voir également à partir de la zone sahélienne au nord, là, qui a également augmenté de façon importante
juste en l'espace d'une génération. Donc il y a vraiment un péril environnemental sur laquelle il y a des urgences absolues de réforme à entreprendre. À ce niveau, la Commission propose de consacrer dans la Constitution l'imprescriptibilité des crimes en matière environnementale. Toute destruction criminelle de l'environnement doit être imprescriptible. On doit pouvoir juger cela 50 ans après, 40 ans après, parce que ça peut générer des effets durables pour les générations actuelles et pour les générations futures. On propose également d'ancrer de façon systématique l'ensemble des politiques publiques et des plans de développement dans la matrice de la dépendance environnementale. À l'analyse de la stratégie de développement qui est en cours dans notre pays, la SCAD, il y a comme une sorte de sous-estimation de la dépendance environnementale de notre société, de notre économie. Et donc, on propose que désormais, toutes les stratégies de développement à venir et toutes les politiques publiques soient fortement ancrées et de façon systématique à cette dépendance environnementale du pays. On propose un ensemble de mesures visant à promouvoir l'économie verte. Donc, un ensemble d'activités économiques qui soient soutenables au plan de l'environnement et également l'économie sociale et solidaire. Il y a des propositions visant à faire en sorte que la maîtrise de l'eau soit érigée en priorité nationale. Et ça, c'est quelque chose d'absolument important pour un pays sahélien et que l'eau et l'assainissement soient consacrés comme des droits fondamentaux assurés à tous. C'est également quelque chose d'important. Et pour faire face à ce péril environnemental qui progresse d'année en année, nous proposons sur des expériences de pays comme l'Inde de lever ce qu'on appelle des bataillons d'éco-territorialité. Il s'agit de faire en sorte que les forces de défense et de sécurité, à côté de leurs missions régaliennes traditionnelles, puissent s'engager également de façon importante dans la restauration de l'environnement, dans la lutte pour la préservation de l'environnement. En ce qui concerne le chantier de la gestion des médias et de l'information, la Commission a proposé le renforcement du cadre légal des médias. Et pour cela, elle a proposé 4 textes de loi, ou en tout cas elle appuie 4 textes de loi, notamment la loi sur la presse écrite, la presse en ligne, la communication audiovisuelle, les lois sur la publicité, un texte portant droit d'accès aux sources d'information et aux conditions et documents administratifs porté par le CNT. La Commission soutient également ce texte. Et également un texte sur l'égal accès aux médias de services publics en période ordinaire. Donc c'est un ensemble de textes dont certains ont déjà été votés qui visent à renforcer le cadre légal des médias. La Commission propose également de modifier le statut juridique des médias de services publics en s'inspirant des meilleures expériences et des meilleures références. Elle propose également de relier la typologie et les cahiers de charges des médias audiovisuels privés. Il y a un ensemble de réformes proposées qui concernent le renforcement du cadre institutionnel des médias, qui considère et qui comporte également des recommandations sur la relecture de la loi organique du Conseil supérieur de la communication et qui pourrait envisager le fait qu'il y ait une seule institution qui soit en charge de la régulation de la communication. Donc une seule institution qui soit en charge de la régulation et du contenu et du contenant de la communication. La Commission propose également un règlement définitif de la situation de plusieurs travailleurs de médias de services publics qui ont été victimes de carrières brisées à divers moments de leur carrière. Donc, et la Commission propose que de façon définitive, ces situations de ces travailleurs soient réglées. La Commission propose, dans le renforcement du cadre institutionnel, qu'il y ait un renforcement de la formation et une promotion des meilleurs encadrements professionnels des hommes de médias. À ce niveau, la Commission a proposé d'octroyer un statut de service d'utilité publique à l'OBM et au Centre national de presse Norbert Zongo, et également d'orienter la formation des journalistes vers la spécialisation, y compris à travers des formations à l'extérieur. Il y a un ensemble de recommandations qui visent à soutenir l'essor de l'entreprise de presse. À ce niveau, la Commission propose de créer les conditions de l'essor économique de ces entreprises de presse à travers l'augmentation substantielle de la subvention de l'État à la presse privée, mais surtout l'accélération de la création des fonds d'appui à la presse privée et la création dans l'immédiat des conditions propices à l'application effective par les patrons de presse de la convention collective qui a déjà été arrêtée pour le secteur. La Commission propose également de mettre le marché de la publicité au service de l'essor des entreprises de presse burkinabè. Parce que la situation actuelle est que la manne publicitaire est captée pour une large part par des acteurs extérieurs qui privent donc les médias et les agences de communication locales de mettre
cette manne au service de leur développement. Et à ce niveau, la Commission propose d'imposer l'élection de domicile pour toute régie publicitaire étrangère désirant opérer au Burkina Faso, un peu comme cela se passe pour les métiers d'avocat ou pour les métiers d'expert comptable. Et la Commission propose également de lever les mesures restrictives sur la commande publique en matière de gadgets publicitaires et d'instaurer une carte professionnelle d'agencier de la publicité. Il y a un ensemble de recommandations que la Commission a adressées pour le renforcement, pour le développement, la promotion du secteur cinématographique et audiovisuel dans le pays. En particulier pour le cinéma et l'audiovisuel, la Commission propose la création d'un fonds d'appui à la production cinématographique et la réhabilitation des salles en les équipant d'équipements de matériel numérique. La Commission propose également qu'on convoque les États généraux du cinéma et de la télévision pour, de façon consensuelle et globale, arrêter une réforme structurelle du secteur cinématographique burkinabé. Il y a des attributions de la Commission qui concernaient la gestion des archives nationales. À ce niveau, la Commission propose de mettre à la disposition du Centre national des archives des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la conservation de la mémoire nationale. Cela est très important parce que le Centre national des archives, aujourd'hui, n'a pas suffisamment de moyens pour conserver l'ensemble de la mémoire qui est dédiée, qui est logée à ce niveau. On propose de créer un centre, à l'intérieur de ce centre, un pôle spécifique dédié aux archives audiovisuelles et à terme de créer un institut national de l'audiovisuel, un peu comme en France, qui puisse recevoir l'ensemble de la mémoire nationale audiovisuelle, la conserver pour nos utilisations actuelles et pour les besoins des générations futures et pour les besoins de notre identité, de notre histoire. La Commission propose d'instituer un dépôt légal des archives audiovisuelles qui puisse faire en sorte donc que ce soit les détenteurs d'archives audiovisuelles privées qui ont un intérêt national, que ce soit les archives publiques, qu'on puisse avoir un lieu qui reçoive des copies, qui conserve cette mémoire audiovisuelle qui est très importante, encore une fois, pour notre identité. Maintenant, en ce qui concerne la mise en œuvre, la Commission propose qu'il soit institué deux structures, une de mise en œuvre de la réconciliation nationale et une deuxième structure de suivi et évaluation de l'ensemble de ces recommandations. La première structure est l'organe de mise en œuvre de la réconciliation nationale qui est le Haut Conseil de la réconciliation nationale et de l'unité nationale. Donc, ce Haut Conseil de la réconciliation et de l'unité nationale pourrait prendre en charge tous les 5065 dossiers déposés au niveau de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes pour les traiter et conduire le mécanisme de la réconciliation nationale que nous avons défini, que nous avons élaboré donc dans le rapport. La deuxième structure qui est recommandée, c'est un organe de suivi et évaluation de la mise en œuvre de l'ensemble des réformes, mais également de la mise en œuvre de la réconciliation nationale elle-même. Il s'agit d'un secrétariat technique qui serait en charge donc de ce suivi et évaluation qui aurait pour attribution d'informer l'ensemble de la population, de faire les plaidoyers sur l'ensemble des réformes, de suivre leur mise en œuvre et d'informer régulièrement sur ce qui est mis en œuvre et ce qui n'est pas mis en œuvre et de faire le lobbying en cas de nécessité pour que les réformes puissent avoir le succès escompté. En tout état de cause, les voies du renouveau proposées ne sont pas un document adressé au seul exécutif ni à l'État lui-même. C'est un document, c'est un ensemble de recommandations qui concernent tous les acteurs de la société, tous les acteurs stratégiques de la société. Et notre espoir est que si nous mettons en œuvre une part substantielle de ces réformes, de façon sincère et de façon résolue, on espère qu'on aura un nouveau Burkina Faso que nous méritons parce que tout cet engagement qui a été montré par la jeunesse et le peuple burkinabé pour faire l'insurrection, pour gérer la transition et pour engager la résistance contre le putsch de septembre 2015 montre bien que le peuple burkinabé a droit à la liberté, qu'il a droit au développement économique et social. Et c'est dans cette perspective que les voies du renouveau ont été proposées par la Commission de la réconciliation nationale et des réformes.